Cameroun. Au Cameroun, l'opposant Issi Chiroma Bakary, figure emblématique de l'opposition camerounaise, vient de se déclarer vainqueur des élections présidentielles au Cameroun. Bravo. Avant de commencer, on va faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? Super. On va faire un petit tour très rapidement autour de l'Afrique pour voir ce qui se passe. On commence par le Cameroun. Au Cameroun, l'opposant Issi Chiroma Bakary, figure emblématique de l'opposition camerounaise, vient de se déclarer vainqueur des élections présidentielles au Cameroun. Bravo! Ok, attendez. Est-ce que les résultats sont sortis? Pas encore. Mais lui s'est déclaré déjà vainqueur des élections présidentielles. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Donc le 12 octobre 2025, il a appelé le président de la République, Paul Biya, à reconnaître sa défaite, bien que les résultats officiels ne soient pas encore annoncés ou publiés par la commission électorale camerounaise. Donc le monsieur dit à monsieur Biya de reconnaître sa défaite, parce que lui a gagné et qu'il a un rapport intérieur de sa comité disant qu'il a gagné les élections. Ouais, ce genre d'histoire, ce sont les genres d'histoires qui se passent généralement dans des shithole countries, des pays des merdes, shithole country. Et ben oui, c'est un shithole country. Le Cameroun, c'est un shithole country, faudrait le dire. C'est un shithole country, comme Donald Trump le disait. Dans un pays où le président a 92 ans d'âge, avec tout le respect qu'on fait à monsieur le président, attendez, 92 ans d'âge, on va à la retraite. Okay. On va se reposer, on va manger, on va jouir de sa vie, aller vers le sunset, le coucher de soleil de sa vie, dans le paroxysme de son esprit. À 92 ans, ce n'est plus le moment, il faut qu'on se le dise, de continuer à chercher des nouveaux mandats ou continuer à travailler. Avec tout le respect, M. Biya a récemment dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pourquoi il le dit? Est-ce parce qu'il pense qu'il n'y a aucun cerveau à la hauteur de la tâche qui nécessite le Cameroun, à part lui évidemment, ou comment? Enfin, il n'y a pas de gens assez jeunes au Cameroun pour gérer le pays. Je vous rappelle que ce n'est peut-être pas M. Biya qui veut rester au pouvoir. Ça pourrait aussi être des gens autour de lui. Les Africains généralement n'aiment pas libérer le pouvoir. Okay. Qu'est-ce qu'on dira au président? Monsieur le président, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Okay. Donc si Dieu décide que tu restes, tu dois rester. Tu ne vas pas être là sujet à la pression de qui que ce soit. Pourquoi ils font ça? Généralement, ce sont des gens, des cousins, des cousines, des gens autour du président qui profitent en effet de la présence du président, de ce pouvoir, oubliant que c'est une démocratie. Une vidéo publiée sur Facebook de Chiroma a affirmé « Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté ». Voilà ce qu'il dit au président évidemment. « Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes. » C'est-à-dire quand il faut dire déjà au régime que nous demandons de faire preuve de grandeur, c'est une forme de manipulation ou quoi? C'est une forme de « écoutez, il faut nous laisser gagner parce que voilà, en réalité, c'est ça ». Quand est-ce que les élections sont censées être dévoilées? Les résultats, en tout cas, c'est le 26. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, déjà, on a les résultats venant de l'opposition? Vous savez, les oppositions font ces genres d'histoires. Vous ne verrez jamais un membre de l'opposition dire « j'ai gagné les élections » ou qui que ce soit dans un pays qui se respecte avant le jour qu'il faut annoncer. Vous ne verrez jamais ces genres d'histoires dans des pays développés ou des pays en voie de développement parce que le Cameroun n'est pas en voie de développement, c'est un shithole country. C'est un shithole country. Évidemment, c'est un pays qui n'a pas de loi. En réalité, même les avocats sont tabassés au Cameroun. J'ai subi tout ceci simplement parce que j'ai refusé ou je me suis opposé à ce qu'on puisse utiliser une convocation comme mandat d'amener. Quand un avocat, on le tabasse parce qu'il est... On tabasse un avocat. Combien plus faudrait raison un civil? On tape les avocats, on les jette en prison. C'est un shithole country. Okay? Le monsieur a affirmé que les comptes internes de sa campagne le placent en tête de 6 des 10 régions du Cameroun, ainsi que la majorité de circonscriptions de la diaspora. Il promet de publier la ventilation nationale des résultats pour appuyer sa déclaration. Le gouvernement a réagi de manière brutale, évidemment, en disant « Les autorités ont rappelé qu'un seul conseil constitutionnel peut proclamer le vainqueur. Donc, monsieur, taisez-vous, arrêtez de raconter des bobards ou n'importe quoi. Seul le conseil constitutionnel peut proclamer le vainqueur, pas vous. Ok, pas vous. Monsieur Biya, évidemment, cherche un autre mandat, 8e mandat en tout cas, à 92 ans d'âge, 92 ans, après 43 ans au pouvoir. 43 ans, c'est addictif, hein. 43 ans de vie. Comment tu vas arrêter? C'est pas possible. C'est comme fumer, ça devient impossible d'arrêter parce que tu fumes chaque jour de ta vie. Tu fumes et c'est comme ça que les gens commencent à s'approprier. Vous savez, les Africains sont champions, surtout les Bantous. Hein. Les Africains sont différents, les Bantous sont différents. Grosse bouche, gros nez, grosses oreilles, gros pieds, gros tout, les Bantous. Généralement, on a tendance à faire des histoires bantounisme. Ce sont des gens qui transforment, même les gens qui ont des bonnes intentions, en dictateurs.
culte de la personnalité, adoration, idolâtrie du chef. Chef, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est ça les Bantous. Même une personne qui vient au pouvoir ayant des bonnes idées, des bonnes pensées, voulant rectifier les histoires, en fin de compte se retrouve étant un dictateur. Full, à cause des Bantous. Il y a même dans certains pays ici où le président, après avoir fait un voyage, rentrait avec l'argent qu'on lui a donné, ok, pour faire les dépenses pendant les voyages. Le président ou son groupe pourrait demander $1 million pour faire le voyage de 10 jours. Mais en rentrant, ils n'ont que dépensé $300 000 par exemple. Les $700 000, le président remboursait à l'État. Disons, voilà les $700 000. Vous nous avez donné 1 million, on a utilisé 300. Mais après quelques temps, les Bantous a dit au président, non président, il ne faut pas faire ça. Le président, plus jamais, ne rend cet argent qu'ils en dépensent peu. D'ailleurs, maintenant, ils dépensent au-delà de ce qui a été prévu. Les Bantous, c'est ça les trucs des Bantous, des pleurnichards. Et les Bantous, en général, ce sont des gens qui ne connaissent pas la guerre. Okay? Ce sont des gens qui savent comment insulter. Ils vont t'insulter, détruire, vilipender, sournoiserie. Mais quand il faut faire la guerre, c'est derrière les claviers. Jamais en face comme ça. Ah, c'est lui. C'est comme ça. Bon, ils sont différents évidemment des Nubiens, différents des Nilotiques, différents il y a beaucoup de types d'Africains. Continuons notre histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ELECAM, ou l'élection du Cameroun, a jusqu'au 26 octobre pour publier les résultats officiels. Le Conseil constitutionnel devra ensuite valider ou rejeter les résultats. Donc c'est ça. C'est pas la première fois que ce genre d'histoire arrive, où un monsieur se déclare victorieux, ok, aux élections présidentielles. Dans le cas du Cameroun, par exemple, dans le passé, en 2018, il y a monsieur Moïse Kamto qui s'était déclaré vainqueur. Il a dit qu'il était vainqueur un jour après les scrutins, avant la publication officielle des résultats. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait été arrêté brutalement et ses partisans étaient confrontés à des gaz lacrymogènes. On les a tabassés comme pas possible. C'est ça les Bantous, ils vous tabassent. Il n'y a pas de loi. Chez les Bantous, il n'y a pas de loi. Les Bantous et les semi-Bantous, ils ont tué les pygmées, ils ont mangé les pygmées. C'est ça, c'est ça. Il faut dire la vérité. Je suis pas là pour vous raconter des histoires pour faire plaisir. C'est ça, il faut vérifier si les Bantous ont mangé des pygmées. Bref, on a tabassé les gens. Imaginez qu'on tabasse un candidat d'élection. Vous voyez ces gens d'histoires seulement dans les Shuttle Country. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi Martin Fayulu en RDC, République démocratique du Congo en 2018. Martin Fayulu, ok, il s'est déclaré vainqueur aussi. Il a rejeté les résultats officiels qui donnaient Félix Tshisekedi vainqueur. Donc monsieur Félix Tshisekedi était vainqueur et Martin Fayulu a dit que c'est lui qui avait gagné. Il a déposé donc un recours devant la Cour constitutionnelle qui a rejeté et jugé irrécevable. C'est comme ça. Donc, dans le passé, beaucoup de gens ont tenté de faire ça, disant, voilà, j'ai gagné les élections avant la fin des élections et n'ont pas, malheureusement, gagné ces élections où les choses ont complètement changé. Mais est-ce qu'il y a vraiment des élections honnêtes en Afrique? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a vraiment des élections, mis à part l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, est-ce qu'il y a vraiment des... écoutez, il faut arrêter. Au Kenya, évidemment, c'est très important pour vous. Il faut comprendre que l'Afrique, c'est pas seulement la francolatrie. Voilà pourquoi les francophones sont généralement moins intelligents que les anglophones. Il faut vous dire des vérités qui dérangent. C'est ça, c'est vrai. Si vous ne le croyez pas, allez visiter un peu, vivez là-bas pendant un an, vous verrez comment votre esprit va se développer. Les singeries là vont s'arrêter. Bref, au Kenya, il y a deuil national. Le décès de Raila Odinga, si vous ne connaissez pas, ce monsieur ici. Pendant des décennies, Raila a consacré sa vie à la quête de justice, d'équité et de liberté. Il a enduré la détention et la persécution pour que sa nation puisse connaître et jouir de la démocratie. Un vétéran de l'opposition, un ancien premier ministre aussi, il a joué un rôle très important au capital de la politique kenyane et aussi dans la sous-région. Malheureusement, M. Odinga n'a jamais été président de la République. Après avoir tenté plus de 5 fois la présidentielle, ça n'a pas passé. Donc pendant 40 ans de sa vie, monsieur a essayé d'être président de... Ça n'a pas fonctionné. C'est quand même dur, hein. Toute ta vie, tu essaies d'être président de la République, ça passe pas. Et c'est pas facile du tout. Paix à son âme, M. Odinga, en tout cas, c'est comme ça fait partie de la... Madagascar. Au Madagascar, il y a suspension par l'Union africaine. L'Union africaine a suspendu Madagascar après que l'armée ait renversé le président Andry Rajoelina. L'Union africaine, évidemment, ce groupe de personnes ici qui se mettent ensemble généralement pour raconter des bobards, pour se raconter n'importe quoi, parce que pour la plupart de c'est ça. Ce sont des gens qui officiellement sont censés être là pour s'aider à évoluer, mais bon, ce sont des gens qui travaillent aussi pour les intérêts des Occidentaux et moins pour les intérêts africains. Et ils sont incapables d'économiser de l'argent, en tout cas de mettre de l'argent de côté, pour pouvoir construire le building d'Union africaine. Il a fallu l'intervention des Chinois. Ce sont les Chinois qui ont offert ce building d'Union africaine aux Africains.
Les Africains sont incapables de se mettre ensemble pour construire quoi que ce soit. Incapables de se mettre ensemble pour construire. Mais la grande capacité de destruction, c'est eux qui savent comment détruire. C'est une grande tristesse. Alors, l'Union africaine vient de suspendre Madagascar à cause du coup qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé à Madagascar? Le président Andry Rajoelina a été jeté par-dessus le marché. Enfin bref, il a été bouté hors du territoire. Pourquoi? La jeunesse malagasy est sortie dans les rues. Pourquoi elle est sortie dans les rues? Elle était très fâchée par rapport à comment le pays était géré, c'est-à-dire manque d'électricité, manque d'approvisionnement d'eau dans les pompes. Okay? Personne n'aime vivre comme ça. 2, corruption. La corruption, évidemment, principalement dans la distribution de l'électricité. On distribue des électricités chez les politiciens, les sénateurs, pendant que la population en général est en délestage. Eux, au moins, ont eu le courage de sortir dans les rues. Vous faites ça chez vous. Et si vous faites ça chez vous, on envoie les militaires pour vous fusiller. C'est comme ça chez les Bantous et les autres. Voilà. Madagascar, c'est ça. Hein. Regardez comment ils sont. Ils sont pas tous noirs. Enfin bref, c'est une diversité des personnes. Il faut vous dire des vérités qui vous dérangent. Enfin, c'est ça la vérité. On a demandé à l'armée de tirer sur la population à Madagascar. L'armée a refusé de le faire. Ok? Contrairement à chez vous, où ce sont vos militaires qui vous tirent dessus, vous finissent et en fin de compte disent oh non, il faut respecter la loi. Les militaires de Madagascar ont dit on ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que les politiciens ou le président n'est pas au-dessus de la loi ou au-dessus de la population. C'est un individu né d'une mère comme tout le monde. Donc c'est ça, ils ont été suspendus parce qu'il y a eu coup d'État. L'ex-président Andry Rajoelina a quitté le pays à travers un avion militaire français. On sait qu'il est tenteur d'un passeport français aussi, donc double nationalité. Est-ce que vous pensez qu'un président devrait avoir une double nationalité? Est-ce que cela remettrait en question sa loyauté à l'égard de son pays? Point d'interrogation. Nous savons aussi que M. Rajoelina est entré au pouvoir à travers la force. On dit qu'il entre par l'épée, périt par l'épée. Est-ce vrai ou faux? Point d'interrogation. Et aussi à l'époque, en 2009, Madagascar était suspendu par l'Union africaine parce qu'ils sont entrés au pouvoir par la force, pas par les moyens démocratiques. Ce n'est qu'en 2014 que Madagascar sera réinséré dans l'Union africaine après les élections officielles. Mais alors, ça se passe encore une fois. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Encore une fois de plus, on dit au Cameroun, il y a le monsieur Issa Chiroma Bakary qui s'est déclaré gagnant aux élections présidentielles. Est-ce qu'il est en train de dire la vérité? Est-ce qu'il est en train de dire la vérité ou pas? Peut-être qu'il est en train de dire la vérité, qu'il en sait quelque chose. Mais est-ce que le fait de l'avoir annoncé préalablement changerait quoi que ce soit? Au Kenya, évidemment, figure emblématique est partie pour de bon, paix à son âme. Madagascar, suspension de l'Union africaine du pays pour avoir renversé le président Andry Rajoelina. À quel point irez-vous pour sauver un membre cher de votre famille? Que feriez-vous dans la vie pour sauver la vie d'un proche? Une histoire éclatante du Liban, d'une jeune femme qui est partie braquer une banque. Braquer une banque, en effet, non pas pour voler, mais pour récupérer son argent, dans l'objectif de faire soigner sa sœur souffrant d'un cancer. Suivant cette vidéo, on fera un commentaire au-dessus. On y va. Pistolet à la main, une jeune Libanaise de 28 ans fait irruption dans cette agence bancaire. Un braquage que ses complices filment et retransmettent en direct sur les réseaux sociaux. Un braquage que ses complices filment et retransmettent en direct sur les réseaux sociaux. Braquage retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui cloche, n'est-ce pas? On doit se poser la question de savoir pourquoi on retransmettrait directement un braquage sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on veut que le monde voie, n'est-ce pas? Et pourquoi on voudrait que le monde voie? C'est parce qu'il y a un message clair à passer. On ne veut pas qu'il y ait des ambivalences. Pour pas que quelqu'un vienne plus tard et dise « Nous sommes là pour tuer », suivant les raisons pour lesquelles ils ont retransmis ça, les réseaux sociaux. Je suis Salih Hafez. Je suis venue aujourd'hui à la banque retirer l'argent pour ma sœur qui est mourante à l'hôpital. Je ne suis pas entrée dans la banque pour tuer quelqu'un, ni pour incendier les lieux. Je veux juste récupérer mon argent. Salih Hafez n'est pas venu voler l'argent des autres. Les banques sont des putes. Donnez-nous l'argent. Les banques sont des putes. Ok, donc, madame veut retransmettre l'image directement pour montrer au monde que je suis là, non pas pour prendre l'avion de qui que ce soit, mais je suis là pour récupérer mon argent. Pour quel objectif? Pour sauver la vie de ma sœur. Donc déjà, elle se distance des faits criminels, bien que la situation évidemment elle-même soit criminelle, mais elle se distance sur le plan intentionnel. Elle veut que le monde sache. Mes intentions ici ne sont pas celles de piller l'argent de qui que ce soit. Mon intention est branchée simplement et uniquement sur la récupération de mon argent à moi. Continuons. C'est son propre compte qu'elle vient braquer. Donne-lui son argent en dollars, salopard. Donne-lui ses dollars. 20 000 $ d'économie
que cet architecte d'intérieur réclame depuis 7 mois à la banque et que cette dernière, proche de la faillite, refuse de lui donner. Ne tire pas! Ne tire pas! Pour l'amour de Dieu! Je veux mes 20 000! Dans ce pays, on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Cet argent, on l'a pas volé. C'est le fruit de nos efforts. On est fatigué, on a beaucoup travaillé. On s'est tué à la tâche pour ces économies. Ils nous donnent l'argent, on part. Sinon, personne ne sortira d'ici. Il faut un grand degré de courage, je pense, pour s'engager dans une histoire comme ça. Il y a un grand degré de courage, peu importe l'intention. Mais déjà, pour une femme, en plus de cela, bien qu'elle est soutenue par certains hommes, avoir le courage de prendre un flingue et aller à la banque, se lever au nom de son identité pour récupérer son argent, même si c'est pas tout à fait cohérent sur le plan logique, sur le plan logistique, il en faut beaucoup pour en arriver là. Suivant. À l'intérieur de la banque, employés et une dizaine de clients sont retenus en otage. Elle cherche quoi? 20 000 $. 20 000 $, c'est l'argent qui lui appartient. Je vous rappelle ici qu'au Liban, à l'époque, on ne pouvait sortir que 200 $ le mois à la machine à sous, comme on appelle les machines ATM. 200 $ le mois, c'était la limite. Le Liban, en ce moment, traversait un moment particulièrement difficile sur le plan économique. Il fallait donc réduire les sorties, multiplier les entrées dans les banques et réduire les sorties. Mais dans ces conditions, l'argent reste le vôtre. Mais vous n'avez pas accès à votre argent. Vous ne pouvez avoir que 200 $ le mois. Dans une situation où vous avez une sœur qui est malade et a besoin de traitement. Continuons. Le directeur, menacé physiquement. À tout moment, le braquage d'amateurs peut mal tourner. Jad, arrête de fumer. Il y a de l'essence partout, éteins ta cigarette. Ils ont mis l'essence. C'était pour intimider ou pour brûler? Allez! C'est bon, j'ai compris, calmez-vous. 2 heures de chaos avant que le directeur n'accepte d'ouvrir le coffre. Pas $1 de plus, pas $1 de moins. Évidemment. Sally ne veut que son dû. Sous la pression, Ils ont mis l'essence. C'était pour intimider ou pour brûler? Sally ne veut que son dû. Non, il veut s'assurer qu'on comprenne. On ne vient pas voler. On veut seulement son argent à elle. Continuons. le directeur et les employés comptent les dollars disponibles dans la caisse. Je suis là aujourd'hui avec l'association des petits déposants. Il y a combien là? Sally obtient 14 000 $. Il en manque encore 6 000. Il est où le reste de l'argent? On peut vous le donner, mais en livres libanaises seulement. Non, tu nous donnes le reste. À l'intérieur de la banque, l'odeur d'essence devient suffocante. Bon, ils ont balancé l'essence. L'un des clients Tape ici. s'acharne sur la vitre blindée pour s'échapper. Doucement. Sally et ses amis décident eux aussi de sortir de la banque avant que la police n'intervienne. On n'a qu'une petite partie de l'argent. C'est vraiment des enculés. Dites-leur qu'on n'a plus besoin de ce flingue. Qu'ils le prennent. Selon les braqueurs amateurs, le pistolet était factice. Oh, pistolet factice. Quelques minutes plus tard, Pistolet factice. l'un des complices est arrêté. Et là encore, tout risque de dégénérer. Un autre activiste s'empare de l'arme d'un policier. Lâche-le. Je te préviens, lâche-le. Non, les gens de Moyen-Orient. Attention. Finalement, Vous savez, au Moyen-Orient, on ne rigole pas. C'est vrai qu'ils sont dans une activité qui est logiquement infractionnaire, mais les gens du Middle East ne rigolent pas. Vous ne verrez presque jamais un Africain faire ce genre d'histoire, retirer un pistolet d'un monsieur pour sauver quelqu'un, même si c'est dans le mal. D'accord? Même si c'est un brigand, un voyou qui veut tuer sa sœur ou veut vous violer, vous n'entendrez presque jamais l'histoire où un Africain a eu le courage de retirer le pistolet de l'assaillant. C'est souvent, il a prié, il demandait la grâce des dieux, et finalement ils ont été abattus. C'est difficile ce genre d'histoire. Et c'est parce que la mentalité du Moyen-Orient est une mentalité différente. Continuons. les 2 hommes sont embarqués par la police. Sally, elle,
a réussi à s'enfuir. Sally est parti avec l'argent. Donc ils ont choisi d'être embarqués pourvu que Sally récupère son argent. Waouh! Héroïne pour les uns, dangereuse fugitive pour les autorités. L'action de Sally marque une escalade de la violence dans un pays englué dans la crise. Ok, on s'arrête là. Ces gens se sont sacrifiés. Ils ont choisi d'être arrêtés du moment que Sally soit libérée. Ce n'est pas comme on verrait généralement. On va essayer de voir un tout petit peu. Donc, Sally, c'est une femme, c'est une ingénieure à l'intérieur. Okay? Interior designer. Ce n'est pas une femme de rue, femme de la rue, une voyou, une folle ou une sorcière, comme les Africains aiment dire. C'est une femme bien instruite, lettrée. Pourquoi une telle femme ferait une chose pareille? On se pose la question. Évidemment, si les conditions sont ultimes et très nécessaires pour son existence, ok? Pour des raisons existentielles, certains humains feraient des histoires hors de l'ordinaire. Dans ce cas, c'est une femme dont la sœur traverse un moment difficile, souffrant d'un cancer de cerveau. Elle avait besoin de trois opérations. La première opération s'est faite, la seconde et la troisième devraient être faites en Turquie à hauteur de 50 000 $. Et Sally n'avait pas d'argent. En tout cas sur place, n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas avoir accès à son argent parce que la banque limitait à l'époque les retraits à 200 $ le mois. Mais ayant 20 000 $ dans son compte bancaire, elle ne peut malheureusement pas récupérer son argent pour sauver la vie de sa sœur. Comment on fait dans ce cas? Comment fait-on dans ce cas? Je vous rappelle ici que les banques généralement fonctionnent parce que vous déposez de l'argent. Monsieur 1 dépose, monsieur 2, monsieur 3, monsieur 4, monsieur 5, monsieur 37 déposent leur argent à la banque et la banque s'en sert pour prêter à monsieur 117. Monsieur 117 s'en sert pour commencer un business ou autre chose. Et pendant qu'il reçoit les bénéfices, la banque fait des bénéfices. On vous retourne votre argent. Et d'ailleurs, on ne vous retourne pas seulement votre argent. À la fin du mois, il vous faudra payer la banque des bénéfices pour le simple fait d'avoir gardé un compte ouvert. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Donc, si vous allez à la banque, si tout le monde partait à la banque, demander leur argent, la banque n'aurait pas assez d'argent pour rembourser à tout le monde. Donc, si tout le monde, ok, tous les participants, tous les clients partaient à la banque, dire, banque, remettez-moi mon argent, la banque n'aurait pas assez d'argent pour rembourser à tout le monde. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la banque, certaines institutions établissent de limites journalières, si pas des limites mensuelles. Et dans ce cas, pour le Liban, il s'agissait de 200 $ seulement le mois. Maintenant, pour une opération où on a besoin de 50 000 $, votre sœur, qui est irremplaçable, comment vous allez faire? Comment réagiriez-vous dans les mêmes conditions? C'est ça la question. Y a-t-il des raisons pour lesquelles on ferait des choses extraordinaires à ce degré, même quelquefois violer la loi, pour cet élément existentiel? Ou bien on aurait toujours peur et on se dirait, bon voilà, Dieu trouverait des solutions, enfin, toujours en retard pour la plupart des cas. Pour la plupart des cas. Alors, évidemment, cette vidéo n'a pas pour objectif de vous demander d'aller braquer une banque. Le cas de cette femme, Sally, est très évident, c'est très précis. C'est une femme qui est partie récupérer son argent à elle, okay? Son argent à elle qu'elle ne pouvait pas avoir, dont elle n'avait pas accès. Et pour une raison bien précise, sauver la vie de sa sœur. Okay? Regardez ici sur la vidéo, ça c'est sa sœur en difficulté. Sally vient d'une famille de 5 femmes. Toutes les femmes sont des gens lettrés. Okay? Il n'y a pas seulement elle, il y a sa sœur malade qui est aussi interior designer. Il a une autre sœur qui est ingénieur mécanique, ingénieur d'électricité. Donc ce sont des gens qui ont fait l'école. Ce ne sont pas des abrutis, des bandits, des voyous qui partent dans l'objectif de chercher à simplement braquer une banque. Récemment, on a vu une histoire en RDC, okay? L'ex-Zaïre. En RDC, il y a une femme apparemment qui serait venue de l'Allemagne. Partie en RDC, je pense qu'elle était originaire de la RDC. Partie en RDC pour aller braquer une banque. Ok, elle s'est préparée, aller avec un fusil factice aussi, aurait tenté de braquer la banque. Finalement, elle a été appréhendée. Il y a eu beaucoup d'histoires. Premièrement, les images sont quand même choquantes. Regardez la foule. Ok, regardez la foule. Regardez la foule. On parle ici d'une opération très importante, une opération stratégique et militaire, où les balles peuvent sortir de n'importe où. Mais regardez le nombre de gens debout derrière. C'est comme si on regardait un match de football. Vous savez, l'instinct de survie, il faut aussi un quotient intellectuel pour avoir l'instinct de survie. C'est ça. Même dans les films, ok? Même dans les films, on voit quand il y a des opérations comme ça à la banque ou dans une institution, la plupart des gens derrière, si pas automatiquement fuient ou s'écartent de cette scène pour survivre, il y a quand même la police qui place la bande disant lieu sécurisé par la police. Mais toi, en tant qu'humain, n'as-tu pas cet instinct naturel de survie qui disent comme il y a des policiers ici, il y a des brigands à l'intérieur, il faudrait que je m'écarte pour pas que, sous l'éventualité des balles perdues, je sois touché. Faudrait-il qu'on te rappelle, il faut quitter là, je sais pas, c'est difficile de comprendre. Secondo, il y a eu des rapports selon lesquels la fille aurait été appréhendée, des rapports selon lesquels elle aurait, on dit bien, elle aurait été victime d'une situation où, enfin évidemment, elle s'est retrouvée sans habit. Ce n'est pas confirmé, c'est ce que les gens disent. On n'a pas encore vu évidemment. On ne pourra malheureusement pas montrer ici aussi pour certaines vidéos. Les rapports disent que la fille aurait été
poussé de point où, à un certain moment, déshabillé, humilié, insulté, enfin bref. Si cela a été fait, je ne sais pas à quel niveau cela prouve un professionnalisme dans les services. Je pense qu'une personne qui braque une banque, évidemment, est un criminel qui doit faire face à la loi. La loi doit peser nécessairement sur la personne qui a fait ce crime, mais la personne criminelle aussi a des droits élémentaires. On n'a pas le droit de déshabiller une personne parce qu'elle a commis un crime. En tout cas, pas dans un milieu où les gens sont normalement constitués. Encore évidemment, on dit que ce sont des rapports qui sortent. On ne sait pas tout à fait si c'est évident, mais bon, tout ça se passe sur Internet. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et voir. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? La différence, c'est que la première femme était partie pour une raison bien précise. Elle est partie récupérer son argent à elle. Et elle s'est assurée de faire un live pour que le monde sache. Je ne suis pas ici pour dévaliser la banque. Je suis ici pour récupérer mon argent. Pas $1 de moins, pas $1 de plus, seulement mes $20 000. C'est ce que je veux. Pourquoi? Pour une raison bien précise. Il y a ma sœur qui est malade. La seconde, c'était dans quel cas? On ne sait pas. Après avoir vécu combien? 31 ans en Allemagne, est-ce qu'elle avait vraiment besoin d'argent? On ne sait pas. Est-ce qu'en Allemagne, il n'y a pas de système social qui aide des Allemands? Je suis certain qu'après avoir vécu pendant 31 ans en Allemagne, on a certainement droit à devenir allemand, si c'est ça. Enfin, certainement, il y a un système social en Allemagne qui permet des gens en difficulté. Mais il y a l'autre option. Serait-elle peut-être en difficulté émotionnelle, mentale, psychologique? Et c'est une possibilité. Malheureusement, ce sont des choses qu'en Afrique, généralement, on ne reçoit pas avec beaucoup de ferveur. Okay? On pense qu'il y a soit c'est la sorcellerie, soit c'est des banalités comme ça. Il y a des gens qui sont mentalement malades. Okay? Des gens qui ont des problèmes psychologiques. Et c'est quand même inouï de voir une femme venir toute seule. Je ne sais pas si elle était seule ou pas, ou même si elle était avec des gens, se lancer dans une histoire pareille et on dit que son fusil était un fictice. Ce n'était pas un vrai fusil. Enfin bref. Donc oui, les amis, au Kenya, il faut qu'on en parle, je pense que c'est très intéressant. Le Kenya a suspendu le programme de cantine scolaire de la Krishna Foundation dans 17 écoles. En effet, ils travaillent dans des endroits reculés du Kenya. C'est dans le comté de Kilifi en particulier, dans la région de Ganze. Le Kenya est un pays très intéressant. Si vous n'avez jamais été, je vous encouragerai d'aller jeter un coup d'œil. Vous serez ébloui. C'est une communauté très indépendante, une communauté très libre dans la tête. Une mentalité que je trouve très intéressante en tout cas, parmi la population africaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Ce qui s'est passé, c'est que cette organisation de non-profit est partie dans les endroits les plus reculés du Kenya pour essayer d'apporter leur participation. Vous savez comment ça se passe généralement. Des fois, ils sont sponsorisés, quelquefois, ils sont pas sponsorisés. Ils vont en Afrique. Vous savez comment ça se passe. On estime que les Africains sont des mendiants en général. Si pas des mendiants, en tout cas des gens souvent en difficulté. Alors pourquoi ne pas faire un tour en Afrique pour voir comment on peut assister? Mais dans ce cas, c'était différent parce qu'ils ne sont pas seulement partis pour aider les enfants en leur donnant à manger. Il y avait aussi quelque chose d'inédit qui s'est passé. En effet, à chaque fois qu'il y avait présentation de nourriture, les enfants étaient là, venus des foyers en pauvreté manifestement, on a besoin de manger. On leur imposait de faire une prière vers Krishna. Ok? Alors les autorités ont appris ceci. D'abord, regardez comment le professeur est en train d'encourager les enfants. La prière de Krishna que je vous explique, c'est ce que nous allons faire ici. Le professeur la traduira en anglais. Vous la trouverez également ici. Commençons par la prière, puis nous mangerons. Il est en train d'expliquer, il faut faire la prière, vous voyez, ce n'est rien. C'est un peu comme le Coran, c'est un peu comme la Bible. Faites seulement la prière et mangez tout le bazar. Ça semble anodin, mais en réalité, vous savez, la prière, c'est beaucoup de choses. Hein. Et puis ces enfants n'ont pas l'âge de prendre des décisions pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu consentement de leurs parents? Pour l'interrogation. En tant que parents, on nous a appelés. Ils sont allés nous expliquer les règles de ce repas pendant qu'ils nous l'expliquaient. Ils nous ont dit qu'il y avait une prière à dire, mais nous, les parents, avons refusé, car nous n'en connaissions pas le sens. N'importe quel parent ne voudrait pas que n'importe qui vienne raconter n'importe quoi à leurs enfants. Ce serait complètement incohérent. Je pense que si on le faisait à l'insu de l'autorisation des parents, on pourrait être facilement traduit en justice. Alors le gouvernement kényan s'est levé par rapport à ça. Ils sont tout à fait fâchés, ce qui a conduit à l'interdiction des vidéos devenues virales qui montraient des élèves à qui on demandait de réciter des prières hindoues avant de recevoir leur repas. Voudriez-vous que vos enfants fassent des récitations de prières hindoues avant d'avoir à manger? Bah écoutez, il faudrait reconnaître qu'il y a eu une vulnérabilité dans cette histoire. La vulnérabilité est simple, il n'y a pas à manger. Comme il n'y a pas à manger, n'importe qui pourrait saisir l'opportunité pour y apporter ce que lui veut après avoir apporté à manger. Voilà pourquoi il est très important d'entretenir ses enfants.
sa famille, son foyer et tout ce qui t'appartient. Il faudrait s'assurer de garder la porte de sa maison en fournissant ce qu'il y a de nécessaire. Parce que le ventre creux te fera faire des choses que tu ne veux pas. Même quand tu ne veux pas. Quand le petit a faim, il a vraiment faim, issu d'une famille pauvre, certainement les Krishna, machin, histoire, ont apporté des trucs intéressants. Des trucs à manger que l'enfant, généralement, ne mange pas à la maison. Quand vous le faites voir cette histoire, vous lui demandez, fais la récitation, fais simplement la récitation. Quelles sont les chances? C'est à quel degré que l'enfant aurait le courage de refuser de le faire? À moins qu'il ne soit vraiment entraîné par les parents. Il faudrait le dire, comment les Indiens sont arrivés au Kenya, c'est une histoire historique. En effet, pendant le colonialisme, quand les Anglais géraient encore le Kenya et l'Ouganda, ils avaient besoin de construire des rails de train. Partant de Mombasa, regardez sur la carte, Mombasa au Kenya, jusqu'à Kampala. L'objectif était très simple. Trouver un moyen très rapide et express de pouvoir piller, emmener au port à Mombasa et partir vendre dans le monde. L'objectif des Anglais était celui du pillage. C'était simple. Mais avant de le faire, les Anglais avaient besoin de main-d'œuvre et des gens compétents pour construire ces rails. Au lieu de prendre des Noirs africains qui étaient sur place, ils ont préféré aller chercher des Indiens. Ils sont partis chercher des Indiens. Et certaines personnes disent qu'ils sont partis chercher des Indiens parce qu'ils ont trouvé que les Noirs étaient incompétents. Les Noirs étaient simplement des gens bourrés de force, mais sans cerveau, d'après ces rapports. Et pendant ces temps aussi, il y a eu les lions des Tsavo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, les lions des Tsavo sont des lions qui ont dévoré beaucoup de personnes pendant cette construction de rails. Beaucoup d'Indiens ont été dévorés. Les Blancs aussi ont été dévorés. Donc c'est comme si ça a sauvé les Noirs. Les lions de Tsavo ont mangé des gens comme pas possible jusqu'à ce qu'il fallait importer un chasseur professionnel venant de la Grande-Bretagne pour venir tuer ces lions. Bon, on a pris aussi les squelettes des lions, on les a vendus aux États-Unis. Jusqu'à présent, on ne les a jamais rendus. Donc à l'époque, les Anglais ont importé des Indiens. Et après la colonisation, les Anglais sont repartis chez eux. Les Indiens, en tout cas beaucoup parmi eux, sont restés. Certains en Ouganda, d'autres au Kenya. Au fait, je pense qu'au Kenya, ils ont leur propre tribu. On les appelle les Bahindi. Donc, tribu Bahindi. Ils sont enregistrés comme tribus. Et ces Indiens sont ceux qui gèrent évidemment l'économie, les grands business et tout le bazar. C'est les gens qui contrôlent l'économie du pays. Et beaucoup des Noirs travaillent pour ces Indiens, pour la plupart des cas. Et ce sont des gens, malheureusement aujourd'hui, vous trouverez, qui construisent des immeubles, des appartements exclusivement indiens, des restaurants exclusivement indiens, des choses qui sont complètement incohérentes. Et c'est ça. Et aujourd'hui, ils ont leur communauté totalement à part. Ils ne se mélangent pas avec les Noirs. C'est au Kenya, mais c'est leur communauté à part. Ils ne sont pas parmi tout le monde. Nous vivons chez vous, nous profitons de votre passeport, mais nous ne sommes pas vous. C'est un peu comme ça. Le gouvernement a réagi en suspendant les programmes, évoquant la nécessité de respecter la garantie constitutionnelle de liberté religieuse. Donc vous donnez à manger, prétextant que vous le faites par amour et par sympathie, mais en réalité vous êtes en train de violer les garanties constitutionnelles de liberté religieuse de ces enfants. Vous êtes un peu en train de les imposer. Vous mangez, mais on vous impose notre idéologie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une honte pour le Kenya, parce que ça démontre que comment est-ce que ces gens sont parvenus à arriver dans ces endroits pour aller donner à manger. C'est-à-dire que le Kenya est en train de faillir à ses responsabilités. Qui est censé nourrir ses enfants? Et pourquoi ces enfants sont en difficulté? Pourquoi ces enfants sont en difficulté? Il faut combien d'argent pour nourrir, je sais pas, 700 enfants? Même pas $1000. Tout à fait. En Afrique, même pas $1000 pour le faire. Est-ce que le gouvernement kenyan n'a pas ces capacités? Écoutez, le Kenya récemment d'ailleurs a payé à peu près $179 000 le mois à un Américain pour faire du lobbying pour le Kenya chez M. Trump. $179 000 de salaire chaque mois, ok? Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de Kenyans, beaucoup de médecins kenyans qui sont en difficulté, qui ne vivent pas très bien. Il y a beaucoup de gens au Kenya qui sont obligés de partir en Arabie Saoudite pour travailler comme domestiques afin de se faire une vie. Mais c'est honteux, c'est honteux. Le député de Kilifi Nord, Owen Baya, a critiqué la suspension en qualifiant des précipités, des préjudiciables aux enfants vulnérables qui dépendent de ces repas. Donc, un député kenyan dit la décision a été précipitée. Okay? Ce sont les enfants qui vont souffrir. Ils ne mangeront pas. Il y a des gens qui ont tué la honte. Ils ont tué la honte. C'est ça l'Afrique en général. La maladie qu'on trouve à gauche, on la trouve généralement à droite. Et c'est ça ce genre d'histoire. On ne sait pas comment. C'est indigne. Et vous savez, comme je le dis encore précédemment, si vous ne savez pas comment assurer la responsabilité de votre maison, vous ne savez pas comment gérer votre épouse, malheureusement, ne soyez pas étonné si le boss l'appelle à 4h du matin pour lui dire, madame, il faut être là à 7h. Même pendant le week-end. Malheureusement, c'est ça. Il faut reconnaître ici, le premier mari de votre femme, si elle est travailleuse, c'est son boss, que vous le vouliez. Le premier mari de votre femme, si elle travaille, c'est son boss. Écoutez, il y a des moments où vous demandez à votre femme de faire des choses, peut-être pour vous faire un petit truc à manger, ou peut-être passer un petit moment au lit, d'extra et machin histoire. Elle pourrait dire qu'elle est fatiguée.
Et c'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est tout à fait normal, c'est son droit. C'est samedi, je veux me coucher et tout le bazar. Bah, écoutez, regardez son téléphone sonner pendant que c'est écrit le boss ou le patron qui l'appelle au même moment lui disant, écoutez, madame, je veux vous voir dans 1 heure au bureau. Et regardez si elle dira non. Elle ne dira pas non. Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous soyez le boss numéro 1 de votre... En ayant évidemment les moyens pour effectuer cette histoire. Sinon, vous êtes, mon cher ami, le 2e bureau de votre boss. On va en Ouganda. Pourquoi en Ouganda? C'est très intéressant. Ce genre de comportement n'est pas unique. Okay? C'est pas unique au Kenya. C'est une histoire qui s'est passée dans le passé. En fait, en Ouganda, il y a eu une tragédie d'ailleurs qui s'est passée. Comme on disait, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Il y a une jeune femme qui est partie en Ouganda, une jeune blanche américaine, Renée Bash. Au fait, Renée Bash est partie en Ouganda à prétextant qu'elle était médecin. Elle est d'abord initialement partie comme humanitaire, donnant à manger aux enfants, soignant les enfants avec des petites histoires, donnant des paracétamol, petit à petit des paracétamol, aspirine, traitement des poumons, machin. Elle a commencé à faire des opérations, des chirurgies, sans qualification. Renée Bash. Hein, le syndrome de sauveur blanc, incroyable. Une jeune américaine partie au Ouganda pour aller soutenir des Noirs, évidemment aller aider comme ils aiment aider en Afrique. En fin de compte, elle a commencé à distribuer des médicaments et après ça, elle a commencé à faire des opérations chirurgicales. Et malheureusement, elle en a tué beaucoup. Plus de 100 enfants étaient morts entre 2010 et 2015. 100 enfants. 100. Des mères ougandaises ont affirmé avoir été trompées, croyant que Renée Bash était une véritable médecin. Mais en réalité, elle ne l'était pas. Okay? Certains enfants ont été retirés d'hôpitaux pour être transférés à SCH. Imaginez-vous un enfant à l'hôpital ayant été retiré parce qu'on lui a dit, on l'a dit à la maman que voilà, il y a une organisation au nom de SCH gérée par Renée Bash qui vous donne des soins gratos. Vous retirez l'enfant, évidemment, pour ne pas payer beaucoup d'argent. Vous allez chez Renée Bash, mais c'est une menteuse. Elle ne l'est pas. Okay? Et ces enfants auraient reçu des soins inadaptés ou insuffisants selon les accusations. En 2019, Renée Bash a été poursuivie en justice par 2 mères ougandaises et l'organisation Women Pro Bono Initiative. L'affaire a attiré l'attention internationale, notamment grâce à des groupes No White Saviors, donc des gens qui s'opposent à ces White Savior mentality. White Savior, c'est l'idée selon laquelle certains blancs se perçoivent comme des sauveurs des Noirs, des sauveurs du monde. Alors il y a eu une organisation au nom de No White Saviors qui s'est levée contre cette histoire. On a accusé cette femme de négligence médicale et de paternalisme colonial. Renée Bash ensuite a été entraînée en justice, mais bizarrement s'est retrouvée aux États-Unis d'Amérique de manière inattendue, impromptue. Et on a conclu l'accord à l'amiable entre elle et certaines de ses mères, après avoir tué plus de 100 enfants. Okay. L'impact plus large, le scandale a suscité les indignations mondiales et soulevé des questions cruciales sur l'absence de régulation dans l'aide humanitaire étrangère. Donc, c'est ça. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Si vous ne protégez pas votre maison, n'importe qui viendra faire la pagaille. Et c'est comme ça. Ça ne se limite pas là. Okay. Au Nigeria, c'est une histoire qui s'est passée dans le passé. En 1996, une organisation pharmaceutique est partie au Nigeria pour aller conduire des tests et des exercices lors de l'épidémie de méningite qui a fait plus de 12 000 morts au Nigeria. Beaucoup de gens étaient tombés à l'époque. La société pharmaceutique Pfizer a emmené des essais cliniques. Et monsieur Bibi, vous connaissez Bibi? Bill, voilà, Billy aussi était là, il avait investi dans cette histoire. Il travaillait sur des antibiotiques expérimentales, la trovafloxacine. Donc Bill a mis de l'argent pour qu'on développe cette histoire. Mais il fallait tester ça chez des humains. Ils sont partis au Nigeria sans consentement des malades et de leurs membres de famille. Ils ont commencé à faire des... Et pendant cette histoire, beaucoup de personnes sont tombées. On parle de 500 personnes. Plus de la moitié de ces personnes ont reçu le médicament expérimental. Okay? Encore une fois, les parents n'ont pas donné leur consentement dans cette histoire. Ils n'avaient pas dit, OK, donnez à nos enfants ces médicaments expérimentaux. Les familles de victimes ont intenté des poursuites judiciaires au Nigeria et aux États-Unis. Évidemment, pour faire tomber Bibi, ce n'est pas facile. OK? Et Pfizer a nié toutes les fautes, mais finit par conclure un accord à l'amiable. OK? À peu près 75 millions de dollars pour compensation et soutien aux familles concernées. 75 millions de dollars, évidemment, c'est pour 500 vies. Je ne sais pas si ça en vaut la peine. Donc, c'est ça, les amis. Alors, merci infiniment, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.